Ici un super Jag, 2 ans de panne, beaucoup de pièces changées, je vérifie ça. Là on a toujours le voyant moteur qui reste allumé, même quand je démarre. La voiture a commencé à afficher un code moteur par intermittence avec une perte de puissance. Au fur et à mesure, la perte de puissance s'est augmentée et avec le temps, la voiture n'avançait plus du tout. Elle ne dépassait pas les 20 km/h. Alors bien sûr, beaucoup de personnes sont passées par là, ils ont changé beaucoup de capteurs, beaucoup de pièces. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est des pannes comme ça que j'aime faire. Là, je vais vérifier tout ce qu'il y a autour du code défaut parce qu'on a un code défaut au niveau de l'actionneur de la pression du turbo, c'est-à-dire la Westgate. Mais la Westgate a été changée une fois. Elle l'a emmené chez un autre garage qui lui a dit, après avoir passé la valise, il faut rechanger la Westgate, qui venait d'être changée dans un autre garage. Alors là, elle a fait appel à mes services. Je suis venu sur place, j'ai vérifié. Effectivement, j'avais toujours le code défaut. Sauf que la beauté du métier de technicien, ce n'est pas de pouvoir seulement observer un code défaut, mais c'est d'aller dans la liste data, la liste des données. Ce sont les valeurs réelles que le calculateur reçoit à un instant T par rapport à tous les capteurs qu'il possède. Et ici, j'ai vérifié ce capteur. Effectivement, la durite était sortie. Même après avoir rebranché la durite, j'avais toujours le moteur en défaut. Le turbo n'actionnait pas correctement parce que l'information du capteur n'était pas correcte. Finalement, ce n'était pas le turbo. Et ça, c'est seulement en ouvrant la liste des données et en suivant les données du capteur de pression turbo que je me suis rendu compte que ces valeurs étaient complètement incorrectes. Pour autant, en code défaut, on n'a pas capteur, pression, turbo, valeur incorrecte. On a turbo qui ne fonctionne pas correctement par intermittence et cela indique que le turbo peut être en panne, que l'actionneur du turbo peut être en panne, que le faisceau qui relie le calculateur à l'actionneur peut être en panne, que le calculateur peut être en panne, que le capteur qui permet d'indiquer la pression au turbo peut être en panne, et patati et patata. Pour ça, en fait, qu'il faut vraiment pouvoir comprendre les valeurs. Et une fois qu'on les a bien analysées tous ensemble, on peut dire que non, effectivement, on a un problème là. Quand j'ai débranché ce capteur et je l'ai rebranché, les valeurs étaient complètement incohérentes. Si bien qu'à un moment, que ce soit que je le débranche ou que je le rebranche, j'ai la même valeur au calculateur. En fait, ce capteur permet ici avec une durite d'analyser la dépression, le tirage de l'air que produit le moteur. Et en fonction de la charge qu'elle a, elle renvoie une valeur de 1 à 5 volts par exemple. Et une fois que cette valeur repart au calculateur, le calculateur actionne le turbo. Ici, si ce capteur là-bas n'envoie pas une bonne information au calculateur, il ne peut pas actionner le turbo. Du coup, le calculateur dit « Votre turbo ne fonctionne pas », mais le turbo ne peut pas fonctionner puisque la valeur nécessaire pour actionner ce turbo n'est pas bonne. J'ai remarqué sur mon faisceau quelque chose de très étrange. Donc, je m'assure sur mon schéma électrique que j'ai exactement les mêmes fils que sur le faisceau que j'ai devant moi. Et ce que je vois, c'est que les couleurs du faisceau sur mon schéma électrique ne sont pas les mêmes que celui de mon connecteur. Dans ces cas-là, vaut mieux tout dénuder et voir clairement ce qui s'est passé. Et là, je comprends qu'une connexion a été faite entre les fils d'origine et le fil du nouveau connecteur qui a été rajouté, qui n'est pas le connecteur de cette voiture. Le problème dans ces cas-là, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le connecteur, on ne sait pas d'où vient le faisceau, si le faisceau est un bon faisceau, si la connexion s'est faite correctement. Et là, à vrai dire, je pense que la connexion n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais bon. Le connecteur est dénudé. Là, je vais prendre la résistance entre chaque départ et chaque arrivée là-bas du fil pour vérifier qu'on a une résistance correcte. Si la résistance est bonne, du coup, je vais réutiliser. Le but de la vidéo, c'est de vraiment montrer le travail qui a été fait sur cette voiture. C'est le petit multimètre très simple. Je me mets en résistance et je vérifie. Et pas du tout d'incriminer qui que ce soit sur le travail qui a pu être fait. Là, je suis sur le blanc et noir. Donc, je vais sur le blanc et noir. Super. Jusque-là, je pensais que ce connecteur-là était bon, mais il m'a réservé beaucoup de surprises dans la suite. Le connecteur est bon, je vais le réutiliser. Là, je retrouve ce que j'ai sur mon schéma, c'est-à-dire du bleu et noir, du jaune et bleu et du marron. Là, je suis sur mon faisceau d'origine. Je vais retirer tout ça, le dénuder correctement pour avoir l'espace et tout ce qu'il me faut pour faire une bonne liaison entre les deux fils. Pour reconnecter les fils, nous pouvons faire de l'étain, le fer à souder et de la gaine. Si je suis mon schéma électrique, ici j'ai le connecteur marron, ici j'ai le connecteur bleu et noir, ici j'ai le jaune et bleu. Donc ça fait ça. Lors de diagnostic, beaucoup de dépenses ont été engendrées
Et il semblerait que dès la base, on a changé ce faisceau. Il devait craquer parce que sur ce modèle et sur beaucoup de Toyota avec le temps, le connecteur a tendance à casser. Donc ils ont dû le récupérer sur un autre, faire la connexion pop pop. Et puis ils ont dit bon, il est bon comme ça. Et finalement, avec les vibrations du moteur, ça a dû bouger. Et à mon avis, c'est la seule panne que ce moteur avait pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Si tu ne t'es pas encore abonné, tu peux le faire. Ça m'encourage à faire encore d'autres vidéos. Comme ça, tu peux apprendre, tu peux voir des choses. Et même si tu ne veux pas apprendre, ça te permet de passer un bon moment devant ton écran. Donc voici mon connecteur. Sur celui-là, le numéro 1, c'est le gris de ce connecteur au marron. J'enroule les 2 fils l'un sur l'autre comme cela. Toutes les soudures sont faites. Lui, il a bien bossé. Avec de l'étain, les 2 fils sont soudés ensemble et ils sont protégés par cette gaine thermo. Ça, c'est un travail de pro et pour 2 raisons, il faut respecter ça. La première, c'est la protection de la liaison. C'est-à-dire qu'en soudant avec l'étain, ça ne va pas se déconnecter et en protégeant avec la gaine, ça protège notre soudure de l'eau, de l'humidité et aussi du détachement. La deuxième raison est pour le diagnostic. Là, je parle sur mon câble d'origine. Donc, tous les faisceaux que j'aurai en schéma électrique me montreront ces couleurs-là. Permettant d'avoir une gaine thermo et en laissant le fil accessible, ça permet à n'importe quel technicien après moi de vérifier si le connecteur est connecté au bon fil du réseau d'origine. Ça évite toutes les recherches de panne inutiles. Là, on est bien connecté, soudé, protégé. Je vais rebrancher et je vais vérifier mes valeurs à la valise. Je m'occuperai de l'esthétique une fois que j'aurai vérifié les valeurs. Connecté ici. Et on va pouvoir vérifier tout ça. J'ai fait mes tests, mais il y a quelque chose de bizarre. Et je vous laisse découvrir la suite très vite sur la chaîne.